ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux. Aujourd'hui, c'est une émission différente, importante, que je porte dans mon cœur depuis très longtemps, à la fois parce qu'elle est avec une femme que j'ai découverte l'hiver dernier, grâce à une merveilleuse amie, la femme qui est en face de moi et qui ne cesse depuis cet hiver, à la fois de m'impressionner, de m'émerveiller par ses 1000 talents, et de me faire découvrir ou redécouvrir un univers qui, lui, m'appelle depuis de longues années, bien avant la création de ZTO, quand j'allais dormir en forêt de Brocéliande, un univers sacré, puissant, poétique, guérisseur et spirituel. Claire Barré, bonjour. Bonjour Guillaume. Merci de me recevoir chez vous, Claire, dans le quartier de Montparnasse, quartier d'artistes ici, dans un appartement d'artistes. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous n'êtes pas trop gêné par ce que je viens de dire là, votre sujet? Non, il n'y a pas rien de gênant. Non. Tout était vrai. Vous êtes romancière, Claire, romancière de premier plan, publiée chez les meilleurs éditeurs. Vous êtes scénariste pour le cinéma, pour la télévision aussi? Alors en ce moment j'ai un projet pour la télévision et j'ai commencé à la télévision, mais c'est plutôt cinéma. Mais c'était plutôt cinéma, aussi cinéma de premier plan. Vous êtes mère de 2 enfants, incroyables tous les deux, Charlie Lou et Oscar, épouse d'un homme, Emmanuel, tout aussi incroyable, et puis vous êtes chamane. Oui. Oui, là c'était un peu atypique, mais enfin les auditeurs sont pas surpris, les auditrices sont pas surpris parce qu'ils ont lu le descriptif ou le titre de cet épisode. Claire, au moment où nous nous parlons, vous venez à peine de reposer le pied en France, après 1 mois en Amazonie. Même plus que ça, 5 semaines? Oui, alors en fait, je suis partie 5 semaines au Pérou et j'ai dû rester à peu près 4 semaines entières dans un centre chamanique avec une famille de Shipibo. Voilà, pour faire une retraite à la fois silencieuse et une retraite aussi de diète de plantes. Alors c'est extraordinaire parce qu'on se voit, vous descendez presque de l'avion. Là, je suis une des premières personnes, à part la famille évidemment, que vous rencontrez. Et ça, quand on préparait cette émission, je me disais, ça va être nucléaire aujourd'hui. Oui, c'est étrange parce qu'en plus j'étais en noble silence pendant 4 semaines, donc je recommence à peine à parler. Alors, parce que vous n'avez pas parlé, le noble silence, c'est ne pas parler du tout? C'est ça, on ne parle pas et on ne regarde pas non plus les autres en fait. C'est-à-dire que comme une diète de plantes ou une retraite comme ça, c'est un peu comme Vipassana, c'est le même principe. On le fait pour soi et c'est une démarche totalement d'introspection profonde. Et bien donc, en fait, on reste dans sa bulle, donc on ne regarde pas les gens dans les yeux si on les croise, sachant qu'on n'était que 5 diéteurs, donc on n'était pas très nombreux déjà. En pleine forêt? Voilà, alors c'était en pleine forêt, mais le centre lui-même était assez dégagé. Donc, dans nos différentes petites cabanes qu'on appelle des tambos, on pouvait quand même se voir de loin. On n'était pas totalement isolés. Donc, on était à la fois isolés et en même temps en lien, ce qui était pour moi, en tout cas, très agréable, et la forêt était tout autour. Et alors, comment vous sentez-vous? Moi, je me sens extrêmement bien. Vraiment, ça m'a fait un bien fou. J'ai eu l'impression de gagner des années de vie, de pleine santé, de pouvoir faire ce travail-là. Et j'ai vraiment profité de mon temps là-bas pour aussi travailler sur mes lignées, sur mes enfants, sur beaucoup de choses en fait. C'était merveilleux. Et pourtant, et on en parlera pendant cette rencontre, vous êtes une bourlingueuse de ce type d'expérience spirituelle. Il y en a plein dans votre vie, c'est assez incroyable, très diverses. Celle-ci avait quelque chose de différent? Celle-ci avait quelque chose... C'est toujours différent de toute façon, je pense. C'est toujours différent, exactement. Mais j'ai l'impression que tout ce que j'avais fait avant m'a préparée à pouvoir faire vraiment cette diète dans les meilleures conditions possibles. J'étais prête, en fait. J'attendais, c'était comme un rendez-vous de vie, c'était quelque chose... Enfin, je m'en suis rendu compte une fois là-bas, je le savais, je le pressentais avant de partir. Mais vraiment, une fois là-bas, j'ai compris... Enfin, tout était, si vous voulez, juste ne serait-ce qu'un détail. Le jour où je suis arrivée,
il y avait un arc-en-ciel incroyable au-dessus de la lagune. Voilà. Et quand j'ai vu cet arc-en-ciel, quand je suis arrivée dans ce centre, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est bien ici qu'on m'attendait, c'est bien ici qu'il fallait que je vienne. Et voilà, ça a été comme un signe de bienvenue et comme une sorte de bénédiction, en fait. C'est comme ça que moi je l'ai vécu. Ça faisait longtemps que vous souhaitiez faire cette je sais pas comment on l'appelle, cette retraite ou cette... Oui, c'est une diète. Ça faisait des années que j'avais envie de le faire. J'avais failli partir au Pérou, en Amazonie, en 2020. Vous n'étiez jamais allé en Amazonie? Non, c'était la première fois de ma vie que j'y allais. Oui. Première fois. Parce que vous êtes allé, moi je vous ai lu quand même, donc vous êtes allé au Brésil, vous êtes allé dans plein de pays avoisinants aussi. C'est ça, je connais bien le Brésil, j'avais été aussi en Colombie, mais non, c'était la première fois que j'allais au Pérou, et c'était c'était ma première. Et en 2020, ça avait été annulé à cause bien sûr du Covid. Voilà. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez merveilleux, c'est que peut-être qu'en 2020, j'étais prête, mais là, je l'étais réellement, totalement, entièrement. C'est-à-dire que c'était exactement le bon moment de vie pour faire ça. Parce que c'est un vrai engagement quand même, et c'est assez dur à vivre, de rester comme ça, en silence, face à soi-même, pendant 4 semaines, tout en mangeant très très peu. Manger 1 fois par jour, et puis sans sel, sans huile, donc que des aliments avec très peu de goût. Donc en fait, aucune distraction, voilà, rien. Et cette espèce de face à face, c'est merveilleux parce que ça ouvre des portes fabuleuses, spirituelles, de guérison. C'est des portes de guérison, en fait, et des guérisons très profondes de l'être. Mais je me souviens, il y a quelques semaines, vous m'écriviez en me disant « Là, je pars pour 4 jours en forêt, priez pour moi, parce que ça va être dur. » Mais c'était que 4 jours, alors là, quand c'est incomparable. C'est ça, mais j'ai l'impression que ces 4 jours, j'étais partie en quête de vision, et ces 4 jours ont préparé mes 4 semaines. Et voilà, et tout a été fait comme ça. Et figurez-vous que le premier jour de ma quête de vision, donc de ces fameux 4 jours, il y a aussi eu un arc-en-ciel incroyable que j'ai vu de l'endroit où j'étais. Et donc cet écho, ce double miroir entre ces 2 arcs-en-ciel, j'ai bien compris qu'en effet, ces 2 retraites étaient liées. Mais comment on fait quand on a au moins 3 vies dans une seule vie, puisque romancière, scénariste, chamane, et aussi mère de famille et épouse, et avec plein aussi d'activités. Comment on fait pour s'isoler, c'est pour prendre 5 semaines comme ça? Aujourd'hui, ça paraît complètement, surtout sans portable, sans communication même avec vos enfants et Emmanuel pendant tout ce temps-là. Comment on fait? Ça paraît surréel. C'est vraiment un temps qu'on décide à un moment de voler. C'est un vol. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Voilà, c'est tout d'un coup, on se dit, ce temps-là, quoi qu'il arrive, je le prends. Et les autres s'arrangeront. Et moi, je m'arrangerai aussi. Donc, j'ai fait en sorte de finir tous les projets sur lesquels j'étais, ou en tout cas les différentes versions. Et j'ai prévenu longtemps à l'avance, quand même. J'ai dit à tout le monde, à tous mes co-auteurs, mes co-autrices, particulièrement les réalisatrices avec lesquelles je travaillais, je les ai prévenus longtemps à l'avance que j'allais partir. Et après, ça se fait. C'est vraiment, c'est une décision. C'est un choix, tout d'un coup. Voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Alors Claire, si vous le voulez bien, on va commencer à entrer dans le vif du sujet, dans le chamanisme, ce sujet dont je souhaite parler depuis si longtemps sur ZTO, et je suis tellement heureux que ce soit avec vous. J'ai lu pour préparer cette émission 3 livres. Un, c'est Nichevo, c'était le premier, c'est pas du tout lié à votre vie de chamane, c'est votre dernier roman, je crois. Oui. Nichevo, qui a une part autobiographique, pas complète, mais un peu quand même. Frère, qui est un livre qui vous tient très à cœur. Oui. Vraiment. On va en parler. Et ma vie de chamane, sur 500 pages. Là, quand même, 500 pages. Je sais pas combien de pages j'ai lu au total sur ces 3 livres avant cette émission. Un livre ébouriffant. Là, j'ai préparé une petite note et puis je la lis. C'est pas habituel, mais c'est parce que, en fait, je me suis dit, mais comment je vais faire pour rentrer l'océan dans un seau pour préparer cette émission? Et puis là, j'ai écrit quelques notes et puis c'est tout. Après, je vous laisse parler. Mais moi, je voulais vous dire, c'est un livre ébouriffant. Ma vie de chamane. C'est un pavé quand même de 500 pages qu'on lit extrêmement facilement. On a le sentiment d'être scanné de l'intérieur, rejoint jusqu'en nos cellules les plus reculées, ignorées de nous, souvent, dans une vision d'un amour infini qui englobe tout, du brin d'herbe aux étoiles, en passant par nous, à l'intérieur de nous, être de lumière, d'ombre, d'esprit, de corps. On a le sentiment que tout est relié, tout est aimé, que tout a un sens avec les arcs-en-ciel dont vous nous parlez. Et si on traverse souvent des grandes douleurs, on aboutit à la légèreté, à la joie. Et c'est souvent vertigineux avec vous, Claire. Mais quand on avance avec vous, quand on vous lit, quand on vous découvre,
On est avec une femme de chair et d'esprit qui est douce, qui a traversé beaucoup d'épreuves, qui est bienveillante, qui est empathique. Donc, auditeurs, auditrices, n'ayez aucune inquiétude. Eh bien, merci pour ces mots qui me touchent infiniment. Alors non, mais voilà ce que je voulais dire pour pas non plus inquiéter, parce que on entre, c'est vrai, dans des secteurs qui... Vous êtes consciente que c'est un sujet qui, vis-à-vis du grand public, alors il y a une mode évidemment très forte à l'heure actuelle, mais vis-à-vis de publics qui sont plus peut-être férus de spiritualité ou de tradition religieuse, là, il y a un peu d'inquiétude. Il peut y avoir même un sentiment de concurrence un petit peu. Oui, je comprends, parce que c'est vrai que c'est pas exactement la même chose, peut-être, la spiritualité, les pratiques spirituelles, en tout cas, comme peut l'être le chamanisme, et la foi ou la religion, qui est en fait, à la fois, pour moi, on est bien entendu dans exactement la même démarche intérieure, c'est-à-dire d'avoir besoin d'être connecté à du sens, d'avoir besoin de croire, d'avoir le sens de l'espérance. Moi, c'est en ça que, pour moi, tout se rejoint. Mais bien sûr, les pratiques étant différentes, je comprends aussi qu'on puisse avoir une sensation de peur ou une inquiétude ou même du rejet. Et c'est vrai qu'en plus, en ce moment, il y a une espèce de mode autour de ça qui peut aussi agacer. Pourquoi pas? Parce que... Autour du chamanisme. Oui, voilà, autour du chamanisme, bien sûr. Moi, quand m'est arrivé ce qui m'est arrivé en 2014, on en parlait très peu. Je savais même pas vraiment ce que c'était qu'un chaman, ni ce que c'était que le chamanisme. Et vous n'aviez aucune pratique ni religieuse ni spirituelle? Non, aucune. Ma seule pratique spirituelle, en tout cas c'est comme ça que je la vivais, c'était l'écriture. Puisque voilà, je cherchais l'inspiration, je travaillais avec des petites voix que j'entendais dans ma tête qui tout d'un coup avaient une musique et m'aidaient à écrire. Et pour moi, c'était la seule voie spirituelle que je pratiquais. Et tout ça en dehors de toute religion, de toute foi en autre chose que de la beauté, quoi. La beauté avec un B majuscule. C'était une spiritualité, c'était notamment au contact des grands poètes. Exactement, voilà. On va en parler. Alors, je me posais la question, comment commencer et aller vite pour aller à cette expérience du 1er février 2014 le plus rapidement possible, mais on est peut-être quand même obligé de vous connaître, de vous découvrir un petit peu. Si vous êtes d'accord, Claire, née dans une famille unie, bourgeoisie catholique, tout se passe bien, vous avez 2 sœurs aînées, un petit frère qui va venir un peu plus tard, et pourtant, pour vous, la naissance, c'est moins simple. Vous me faites penser d'ailleurs à Jean-Philippe de Tonac, votre ami. Vous dites l'incarnation me paraissait comme une malédiction. Lui, je crois qu'il dirait la même chose. Je crois, oui. Vous êtes hospitalisé dès la naissance. Ça se passe pas bien? Si, ça se passe. C'était pas dès la naissance, mais c'était vraiment dans mes premiers mois de vie, on va dire, où j'ai été hospitalisée plusieurs fois. J'ai eu plein de problèmes, un peu incompréhensibles, on va dire. Et du coup, mes parents étaient très inquiets pour moi, voilà, parce qu'ils avaient l'impression vraiment que j'étais un bébé fragile, un bébé malade. Personne voulait me garder, à part eux. Et donc, j'ai été en effet séparée aussi de mes parents à un moment parce qu'hospitalisée quand j'avais 6 mois, peut-être. Donc, je pense que ça a dû causer un peu de chaos à l'intérieur de moi. Il y a déjà un terreau d'inquiétude vous avez parlé d'inquiétude et de peur tout à l'heure. Oui. Et vous en avez traversé beaucoup. Et aussi le fait, vous le dites, que là, vous êtes la 3e fille et que c'était pas évident parce que vos parents que vous aimez très tendrement, vous dites, bah oui, ils désiraient un garçon et puis ils avaient une fille et j'ai toujours eu ce sentiment, en tout cas pendant les petites années, que j'aurais dû être un garçon. Et que c'est le garçon qu'il voulait avoir, mais j'étais une fille. C'est ça, exactement. J'étais une fille et moi, en plus, j'étais vraiment une fille qui adorait être une fille. C'est-à-dire que mes sœurs étaient très garçons manqués, surtout ma sœur aînée. Et moi, je mettais des robes, des jupes, tout ça. Au contraire, voilà, j'étais très féminine, en désir de féminité, voilà. Et alors vous dites, j'ignore qui a écrit le bizarre scénario de l'existence, en ajoutant une question supplémentaire, est-ce que c'est mon esprit lui-même? Oui, votre scénario d'existence, il est quand même assez bizarre. Oui, il est assez singulier et c'est vrai que ce qui est assez étrange en fait avec la vie, en tout cas moi c'est comme ça que je l'expérimente, c'est que quand on est en train de la vivre, on ne comprend rien, tout a l'air, enfin moi en tout cas je comprenais rien, tout avait l'air complètement décousu, fou, et parfois c'est 20 ans après que tout d'un coup on revoit ces moments de vie qui paraissaient si insensés et on voit qu'ils étaient tout à fait sensés, qu'ils avaient une direction, une signification, et qu'il faisait partie d'un chapitre de vie qui annonçait déjà les prochains. Je sais pas pourquoi je pense, je vais être passé du coq à l'âne, mais peut-être pas. Vous perdez la foi à la mort de Dixie, le 2e chat. Enfant, vous êtes très attaché déjà aux animaux.
et notamment aux chats, et toujours aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai salué Orphée, c'était très important, je l'ai senti aussi pour Emmanuel et pour vous, mais j'étais très heureux de le saluer. Et là, là, vous êtes fâché avec ce Dieu auquel vous ne pouvez pas croire. Oui, c'est ça. Alors que moi, j'avais une foi immense quand j'étais enfant, puisque mes parents étaient très, très pieux. Et ma mère avait une foi qu'elle a toujours vraiment, une foi, on va dire, assez absolue, c'est-à-dire sans commerce, quoi. C'était vraiment quelque chose de très sincère en elle. Donc, on priait quand on était enfant. Moi, j'ai toujours été à la messe tous les dimanches, toute mon enfance et une grande partie de mon adolescence. Et c'est vrai que là, avec ce chat que j'aimais par-dessus tout, il a disparu et je l'ai attendu pendant 3 jours et il revenait pas. Et je me rappelle de cette nuit où j'avais prié vraiment de tout mon cœur pour qu'il revienne, en fait. Et le lendemain matin, en partant à l'école, j'étais en CM2. C'est moi qui l'ai retrouvé écrasé sur la route en bas. Et là, je suis remontée. J'habitais en haut d'une colline. J'habitais à Aix-en-Provence à l'époque. Remontée en larmes chez moi et voilà, j'ai pas été à l'école parce que j'avais le cœur brisé. Et c'est vrai qu'à partir de là, il y a eu vraiment cette espèce de doute en l'idée que est-ce que ce Dieu dont on me parlait existait? Est-ce qu'il nous entendait? Je me disais que si vraiment il m'avait entendu, il aurait dû répondre à ma prière. Donc voilà. Donc comme je crois que c'est ce que j'écris dans le livre, que ma foi était tout à fait conditionnel. Je voulais bien croire si on me répondait, en gros. Voilà, donc après, c'est quelque chose qui, bien sûr, est revenu, la foi. Et ben justement, aujourd'hui, s'il y avait le même drame qui se produisait, est-ce que vous auriez la même colère contre... Non, bien sûr que non. Non, puisque déjà, j'ai fait la paix aussi avec l'idée même de la mort depuis longtemps. Et non, bien sûr, c'est le cycle de la vie, c'est comme ça. Non, je l'accepterai. J'ai d'autres chats qui sont morts. Et non, ça, rien ne peut ébranler mon espérance et ma foi en l'existence. Oui, d'ailleurs, dans Vichaman, le héros de Vichaman, c'est Shasta, le chat qui... On va suivre la fin de vie de Shasta, c'est vraiment dramatique, c'est poignant. Et avec votre plume merveilleuse, Claire, vous parlez de Shasta, de son regard de reptile, où s'étendent des déserts rocailleux de planètes énigmatiques. Et formidable, ça fait complètement rêver. Et effectivement, regarde, on voit ça dans le regard peut-être de beaucoup de chats. Je pense au mien. Et vous parlez de lui comme le gardien du vortex, en fait, d'un vortex très important. C'est ça, pour moi, les chats, et alors d'autant plus maintenant que j'exerce, je pratique le chamanisme à certains moments, en tout cas, parfois en fin de journée. Le fait d'avoir un chat, pour moi, c'est vraiment le gardien des lieux. Et c'est lui qui... justement, vous voyez, Orphée, il est venu vous dire bonjour, il est venu vous voir. Il le fait pas toujours. En général, il reste au fond du couloir et il regarde de loin. Je suis très flatté. Quand il s'approche, exactement, c'est un très bon signe. Ça veut dire vraiment qu'il arrive en toute confiance. C'était l'arc-en-ciel du début de ma venue chez vous. Alors... une adolescence ou une enfance à Aix-en-Provence, vous allez déménager, vous êtes souvent vous habitez aux États-Unis. D'ailleurs, c'est assez incroyable dans une petite ville qui s'appelle Bethesda. Oui. J'ai animé un podcast pendant pas mal d'années qui s'appelait Bethesda. C'est la piscine miraculeuse où l'ange se jette dans la piscine. Hein, vous connaissez l'histoire. Et tous ceux qui se jettent dans la piscine au moment où l'eau bouillonne parce que l'ange y a plongé son aile sont guéris. Et puis c'est là où Jésus croise le paralytique qui lui dit mais moi personne me jette dans la piscine. Et Jésus le guérit. Bon, Bethesda, c'est le clin d'œil. Et là, vous allez revenir en France avec une adolescence qui commence vraiment à être très chaotique. C'est le mot que vous employez. Qui dérive complètement. Qui dérive complètement, c'est-à-dire que vraiment, alors qu'après cette enfance très heureuse que j'ai vécue avec une famille... Très bordée. Très cadrée, peut-être trop cadrée pour moi, mais en tout cas sans problème et avec beaucoup d'amour surtout, c'est ça, beaucoup d'amour. Et en fait, à l'adolescence, s'est installé en moi un désespoir, voilà, un désespoir, une sorte de haine de l'incarnation, une déception du monde... qui est peut-être liée à cette foi que j'ai perdue et qui fait que tout d'un coup, par quoi vous remplacez la foi si vous ne l'avez plus? Il n'y a pas grand-chose qui peut remplacer en fait cette puissance-là intérieure. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai traversé cette nuit, c'est que vraiment j'étais perdue. Et donc j'ai vécu une adolescence chaotique, douloureuse,
Je me sentais mal dans ma peau, mais j'avais l'impression que ce monde était décevant, que c'était pas pour ça que j'étais venue. J'avais l'impression que je m'étais trompée d'époque. J'aimais que le 19e siècle. Donc je me sentais bien qu'avec les poètes du 19e siècle. Baudelaire et Rimbaud, par exemple. Voilà, Baudelaire, Nerval. Rimbaud, Nerval, que j'adule. Et après, les grands romanciers, voilà, Dostoïevski. J'étais folle, en fait, de littérature. Et ça, vraiment, ça a toujours été le cas. J'ai toujours aimé les lettres, j'ai toujours aimé les livres. C'est ça qui m'a sauvée aussi, sans doute. Et en même temps, voilà, je me retrouvais aussi dans ce spleen raconté, narré par les poètes. Et je portais cette mélancolie, en fait, une mélancolie en moi. J'avais l'impression même que c'était le socle de mon être, de ma personnalité, et que j'étais prête à m'y noyer, en fait. C'était comme une sorte de lac noir. Ça a été extrême quand même. Là, vous avez quand même vécu des choses extrêmes. Extrême, exactement, puisque très vite, de manière presque un peu intellectuelle au début, je me suis intéressée à l'idée des paradis artificiels. Donc je me disais, tiens, il faut absolument que je goûte à ça. Peut-être que ça me donnera le goût de la vie. Et voilà, et donc j'ai pris beaucoup de drogue quand j'étais jeune. Donc certaines m'ont ouvert sur des espaces absolument magnifiques, il faut le dire quand même, certaines. Et d'autres, au contraire, m'ont plongé dans un mal-être encore plus profond. Et puis, bien entendu, ce qui suit les drogues, particulièrement certaines drogues très, très toxiques comme l'héroïne, c'est tout un cycle après de manque, d'addiction, qui font qu'on est dans un état physique, psychique et émotionnel délabré. C'est comme on a un être en ruine, en fait. Et donc, soit on meurt, soit on renaît. Oui, j'ai pensé à ce que vous appelez la tribu des poètes morts, à René Daumal, à Gilbert Roger Lecomte, au grand jeu. Et là, vous avez vécu ça à fond, en fait, et leurs expériences. Exactement. Moi, c'était mes idoles. Ouais. Pour moi, je les voyais comme des frères. C'est le fameux frère. Voilà, c'est ça. Frère, votre livre Frère, c'est cette histoire. C'est leur hommage. C'est un hommage à eux, exactement. C'est un livre que j'aime beaucoup parce que c'était vraiment, c'est ceux qui m'ont sauvée sans doute aussi au moment de l'adolescence. Et j'étais heureuse, voilà, 30 ans après, de leur rendre hommage. Ils étaient extrêmes eux-mêmes. Ils étaient extrêmes eux-mêmes. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que jeune, moi, j'étais tout à fait fascinée par la figure de Roger Gilbert Lecomte, donc le poète noir, jusqu'au bout, autodestructeur, terrible, magnifique aussi, bien sûr, mais empoisonné un peu. Et j'en voulais beaucoup à Daumal d'avoir lui, à un moment, décidé de guérir. Et malheureusement, il est mort tout aussi jeune. Et en fait, bien entendu, quand je regarde mon chemin de vie aujourd'hui, mon chemin de vie est beaucoup plus proche de celui de Daumal que de celui de Lecomte. Et heureusement, merci. Oui. Alors, il y a les drogues, et là, on peut dire que vous avez quasiment tout essayé ? Oh oui. et de façon vraiment dense, intense. De façon dense, intense. Et là où je pense que j'ai eu de la chance, c'est que ça n'a pas duré trop longtemps. C'est-à-dire que ça s'est déroulé peut-être sur 3-4 ans maximum. Donc c'était 3-4 ans qui ont été très rock'n'roll, très compliqué, très complexe. Et après, moi, j'utilisais aussi les drogues pour entrer dans des états de conscience extrêmes, on va dire, et c'était pour aller chercher des poèmes, quoi. J'étais pas uniquement dans une démarche, on va dire, de droguer comme on peut voir des gens dans la rue, des punks à chiens. C'était pas exactement ça. Mes amis étaient plus tous artistes, peintres. Et donc, on prenait des drogues aussi en se disant, on fait ça pour créer. Bon, on n'a absolument pas besoin de drogue pour créer, mais je l'ignorais à l'époque. Mais j'avais quand même aussi cette démarche. C'était une démarche à la fois de désespoir, d'envie de voir quelque chose dans le monde que je ne trouvais pas. Et c'est vrai que quand j'étais sous drogue, tout d'un coup, la vie devenait supportable. Ça me couvrait d'un manteau. Et c'est-à-dire que moi, qui devais être sans doute écorchée vive, je ne sais pourquoi, ça me remettait une peau un peu douce. Et donc, j'arrivais à survivre au jour le jour. Alors qu'en fait, bien sûr, c'était pas c'était de la survie, mais pas dans le sens survie, dans le sens sous-vie, puisque je n'arrivais pas à vivre sans substance. Et vous le cachiez à vos parents ? Ah oui, je le cachais à mes parents. Même si votre mère, je crois, certaines nuits, quand vous dormiez, allait voir s'il n'y avait pas des piqûres dans le bras. Voilà, parce qu'ils s'en doutaient. J'étais toute maigre, puis j'étais dans un état psychique très rude. Et puis j'étais en révolte aussi beaucoup contre eux. Et surtout, j'avais envie de quitter un peu le chemin de vie qu'ils avaient prévu pour moi. Et donc, c'était un peu violent, puisque eux voulaient absolument que je continue sur ce chemin de vie, comme mes sœurs, comme mon petit frère. Et moi, en fait, j'étais le vilain petit canard, quoi. Vraiment celui qui dit non,
en fait. Et c'est très compliqué, en fait, d'être celle qui dit non. Parce que c'est d'une grande violence. On est rejeté, quand même. On se met à se dire, bah, tiens, peut-être qu'au bout d'un moment, ils ne m'aimeront plus. Et en même temps, il y avait quelque chose en moi qui ne pouvait pas se soumettre, en fait, parce que je sentais que ma vie, en fait, si je ne l'écrivais pas moi, si on me forçait à vivre une vie qui n'était pas exactement la mienne, celle dont je rêvais, j'allais mourir, en fait. Et donc, c'était pour moi quand même une question de vie ou de mort. Et donc, je ne pouvais pas lâcher. Il y avait la drogue, il y avait aussi la sexualité. Oui, tout à fait. Exactement, puisque moi, mes parents me désiraient vierge à mon mariage, comme mes sœurs. Ils l'étaient eux-mêmes, hein, donc c'était pas non plus quelque chose qui pour eux était complètement autocratique. Hein. Eux, ils disaient ça parce que je pense qu'ils avaient aussi, ils croyaient en l'amour et ils pensaient que on pouvait tomber amoureuse d'une personne ou amoureux d'une personne et faire sa vie avec elle ou lui. Et voilà. Et moi, bon, comme j'avais tellement de révolte en moi, je me suis dit bon bah la première liberté que je vais prendre, c'est celle de mon corps. Donc si je veux prendre des drogues, je prends des drogues. Si je veux fumer, je fume. Et si je veux ne plus être vierge, je ne le suis plus. Et j'ai vraiment couché avec le premier venu, juste pour ne plus être vierge, en fait, pour perdre ma virginité. Et ça, c'est même un cri de victoire, là, pour le Pour coup. moi, c'était une victoire de me dire, voilà, là, cette fois, ce que je trouvais génial, génial avec ma maturité de mes 16 ans, c'était de me dire ça, de toute façon, maintenant, une fois que c'est fait, on ne peut jamais revenir en arrière. On ne peut pas recoudre ça, on ne peut pas le réparer. Et là, du coup, j'étais passée de l'autre côté. On était soit sainte, soit pute. Et je me disais, eh ben, quitte à choisir, si vraiment je dois choisir entre les deux, autant être la fille de mauvaise vie. Vous n'avez pas été une fille de mauvaise vie, mais enfin, vous Non. avez eu beaucoup d'aventures et même d'une nuit, en quelque sorte. Hein. Oui, tout à fait, exactement. Mais c'était pas non plus très intéressant pour autant. Mais longtemps, ça m'a amusée, surtout de me dire... C'était une expérimentation de ma liberté. Et peut-être qu'un premier élément positif dans tout ça, c'est... Alors, je crois que vous étiez une très bonne écolière, très brillante. J'étais une très bonne élève. J'ai toujours été une excellente élève, oui. C'est l'école dramatique. Vous allez rentrer à l'école dramatique et là, c'est presque une révélation. Là, c'est le début d'une rédemption. Oui, parce qu'en fait, moi, ce que je désirais, bien sûr, c'était écrire. Alors, je voulais être poétesse. Donc, mon père m'avait dit un jour, mais la poésie, c'est un luxe. On fait ça le dimanche, quoi. Ça, c'est pas ça qui va te faire vivre. Et en même temps, je dépérissais, en fait. Alors, pourtant, je faisais du russe, du hindi, j'étais aux langues orientales. Ça m'intéressait. Mais en fait, pour moi, l'art était au centre de ma vie. Et si je n'étais pas autour de ce centre, je sentais que j'allais mourir. Et mes parents, quand même assez gentiment, c'est eux qui m'ont proposé en fait de faire du théâtre. J'en avais déjà fait un peu quand j'étais jeune et j'aimais bien, mais c'était pas du tout une vocation. Moi, je voulais écrire. Et en fait, quand ils m'ont dit, écoute, on sent ton mal-être, on sent que tu vas mal, et donc qu'est-ce que tu pourrais faire qui pourrait peut-être éventuellement te donner un métier derrière ? Ben pourquoi pas du théâtre ? C'est quand même, au moins, il y a des écoles, il y a quelque chose de très concret qu'il n'y avait pas dans l'écriture, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'école d'écriture comme il peut y avoir aujourd'hui. Et le théâtre, ça m'a sauvée, oui, ça m'a beaucoup aidée. Déjà, j'étais tellement introvertie, tellement timide, que ça m'a en fait forcée à sortir de ma coquille et à affronter voilà, le public. Et pour moi, c'était la meilleure école de vie, en fait. Et surtout, ça apprend aussi le sens de la troupe, le sens du groupe, le sens du collectif. Moi qui étais quand même très individualiste, très égoïste aussi, hein, égocentrique, beaucoup, un narcissisme noir, un peu comme certaines personnes peuvent avoir, c'est-à-dire d'être obsédé par soi, mais plutôt dans un mauvais sens. Comme Roger Lecomte. Voilà, c'est ça, exactement, comme mon idole de l'époque. Et là, tout d'un coup, si vous êtes en retard, vous mettez tout le monde en péril. En fait, on est tous sur le même bateau. Et ça m'a fait du bien, en fait. Et puis de faire partie d'une troupe. Et puis de voir des gens, finalement, qui venaient un peu de partout, quoi. Et il y avait tous les profils, en fait. Tous les profils peuvent se retrouver dans un cours de théâtre. Et ça, c'est bien. Et finalement, la singularité avec laquelle on arrive, que ce soit un mal-être, que ce soit, voilà, quel que soit, même physique, tout d'un coup, ça devient un atout. Parce que tout d'un coup, on devient un personnage possible dans une pièce. Et moi, ça m'a vraiment sauvé la vie, je crois, oui. Ah, il y a tout le temps des rencontres incroyables dans votre vie, et il y en a toujours aujourd'hui, Claire. Et là, il y a la rencontre, là, pour le coup, avec Emmanuel. Oui, que j'ai rencontré, heureusement, parce que j'étais déjà un peu guérie. Parce que sinon, je pense qu'il n'aurait jamais, lui qui est si lumineux et si solaire, je pense qu'il serait jamais venu me voir si j'avais été encore aussi sombre que je l'étais, ne serait-ce que 4 ou 5 ans avant. Lui, comédien aussi.
comédien aussi. En fait, j'ai été très peu comédienne et le temps de le rencontrer lors d'une tournée Molière. Voilà. Oui, c'est ça. Et je crois que vous avez joué ensemble 2 rôles différents et c'est comme ça que vous avez appris à mieux vous connaître. C'est ça. On est partis en tournée ensemble dans la Nièvre à faire une tournée. On jouait dans 3 pièces différentes, je crois. Il y avait Les Femmes savantes, Le bourgeois gentilhomme et une 3e qui s'appelait Molière en scène. Et voilà. Et moi qui avais toujours un peu... J'avais fait un rêve que je raconte quand j'étais jeune où j'avais une sorte de rêve fantasmatique avec un marquis. Et quand j'ai rencontré Emmanuel, il avait une perruque, des mouches, je le trouvais tellement beau. Ça lui va très bien, à mon avis. Voilà, ça lui va très bien, tout à fait. Je l'ai croisé et vous êtes toujours aujourd'hui avec Emmanuel et avec donc 2 enfants merveilleux. Donc là, c'est étonnant parce que avec un début tellement chaotique, on pourrait se dire ça va être chaotique tout le temps et c'est pas du tout le cas. Et non, pas du tout. J'attendais la bonne personne, je crois, et je l'ai vraiment rencontré. Ça fait 27 ans qu'on est ensemble. 27 ans et donc vous devenez scénariste. Vous n'allez pas continuer la carrière de comédienne, mais vous êtes juste à côté, plus proche de l'écriture. Vous devenez scénariste, vous faites une école pour ça. J'accélère un tout petit peu, mais on arrive aux grands événements. Scénariste, romancière. Et là, la vie s'organise avec Emmanuel, l'avenue de Charlie Lou, d'Oscar. Et puis on arrive vous êtes d'accord? On arrive au 1er février 2014. Ils ont quel âge à ce moment-là, Charlie Lou, Oscar? Alors, ils ont 13 et 11. Oui, c'est ça. Ouais. C'est déjà bien avancé. C'est il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. C'est il y a 12 ans. 12 ans, oui. Et là, c'est pendant un petit déjeuner? Non, un déjeuner. Un déjeuner. Un samedi à déjeuner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on était donc dans notre appartement, dans le 14e, à côté du parc Montsouris. Et vraiment, la journée la plus banale du monde. On se met à table, on mange des pâtes. Et alors qu'on était à table dans la cuisine, tout d'un coup, je commence à voir quelque chose d'un peu étrange dans mon champ de vision. Au début, c'était un peu comme une tache, un peu marron. Dans l'œil gauche, parce que là, vous avez mis la main près de l'œil. Exactement, c'était dans l'œil gauche. Voilà, exactement. Et c'était donc sur ce côté extérieur. Voilà, à une trentaine de centimètres de mon œil, voilà, comme ça, et donc qui bougeait avec moi. Et en fait, cette tache a pris une forme, et c'est devenu un peu comme une vieille photographie qui représentait un visage d'un chef natif, enfin amérindien. Celui qui est au-dessus de vous, celui qui est juste au-dessus de moi, voilà. À côté de David Bowie. Oui, voilà, j'ai toutes mes idoles réunies. Et donc, moi, c'était un chef amérindien qui me regarde comme ça. Et donc, je l'ai dit à Emmanuel et aux enfants, je leur ai dit, je vois un chef indien. Donc, ils ont rigolé sur le moment, sans trop savoir ce que je racontais. Et en fait, la vision devenait de plus en plus présente, de plus en plus intense. Et j'étais tellement troublée que j'ai quitté la table, j'ai été dans mon salon où il y avait mon ordinateur, j'étais sur Google Images, j'ai tapé chef indien parce que moi je savais pas du tout qui était cet homme. Vous étiez sûre que c'était un chef indien? Ah oui, j'en étais sûre. Comment? Eh ben, alors déjà, il ressemblait vraiment à un Indien. Il avait une plume et il avait un regard très très intense et il avait vraiment dans son attitude quelque chose d'auguste en fait. Donc, est-ce que c'est le visage qu'on voit? Est-ce que c'est cette expression-là? Oui, tout à fait. Alors là, si vous regardez sur mon piano, il y a une autre photo où là, carrément, c'est quasiment la photo que j'ai vue. On la mettra dans le descriptif de l'épisode. Ah bah oui, si vous voulez. Parce qu'en plus, elle m'a été offerte par son arrière-petit-fils. Voilà, c'est ça, cette photo. Et donc, vous allez taper sur Google et là... Et là, donc, je découvre l'identité. Je le reconnais puisqu'il me suivait, en fait. La vision me suivait. C'est ça qui est assez étrange, c'est que parfois on se dit tiens, quand on a une apparition, peut-être que c'est relié à un lieu. Et là, en fait, il était relié à moi, il était collé à moi. Et donc, ça faisait des années que vous ne preniez plus de substance? Ah oui, ça faisait 20 ans. Donc, ça devait vous paraître inquiétant, parce que des choses, vous en aviez vu avant. J'en avais vu, mais jamais quelque chose d'aussi étrange. J'avais jamais vu, même en prenant du LSD ou des choses comme ça, jamais j'avais vu un mort apparaître comme ça. J'avais vu des choses merveilleusement belles, mais pas ça, pas de cet ordre-là. Et justement, comme j'avais pris beaucoup de substances dans ma jeunesse, je me disais, tiens, c'est marrant, ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien de tout ça. Et donc, je savais que c'était autre chose, que c'était une expérience, en fait... je savais que j'avais quelque chose à comprendre de cette vision, en fait, voilà, et sans savoir quoi. Et donc, j'ai découvert son identité. Donc, il s'agit de Sitting Bull, qui est un grand chef amérindien, qui a été assassiné en 1890. Et sa mort coïncide à peu près à la fin des guerres indiennes, puisque c'était un des derniers grands chefs résistants avec Geronimo et d'autres.
Donc c'était quand même quelqu'un de très connu, que moi je ne connaissais pas. Je connaissais son nom, voilà, mais vaguement. Mais j'étais surtout intéressée par la poésie, donc c'était pas du tout dans mon monde intérieur, ni dans ma culture. Et en fait, cette apparition, cette vision, a duré 4 jours entiers. Donc 4 jours où je me réveillais le matin, je me disais, oh là là, est-ce qu'il va être encore là? J'ouvrais les yeux, il était là, de plus en plus là. Et partout, même sous la douche. Partout. Il vous accompagnait, vous sortiez dans Paris. Exactement, j'ai failli avoir un accident de voiture, parce qu'à un moment, on allait au cinéma avec Emmanuel. Et en fait, à la vision, s'est ajouté des sons de tambour et des sons de mots dans une langue que je ne connaissais pas, qui doit être absolument du Lakota, c'est-à-dire sa langue. Et donc, c'était vraiment perturbant, mais à un point, c'est-à-dire que je me disais que si je ne trouvais pas de solution et si je ne le faisais pas repartir, j'allais finir à Sainte-Anne, j'allais finir dans un hôpital psychiatrique. Surtout qu'il avait un regard quand même... Très pénétrant. Très pénétrant. Exactement. Et en l'attente de quelque chose, visiblement. Moi, j'avais l'impression qu'il attendait quelque chose. C'était vraiment la sensation que j'avais. Et en fait, à un moment, j'ai lu quelque part qu'il était considéré, parce que du coup, j'ai lu tout ce que je pouvais sur lui, en essayant de comprendre le lien qu'il y aurait pu avoir entre nous. Il n'y en avait pas, clairement. Et j'ai vu à un moment qu'il était considéré comme un chaman amérindien, puisqu'il avait des visions et que c'était un homme extrêmement spirituel. Et là, quand j'ai vu le mot chaman, je me suis dit, voilà, en fait, il faut que j'aille voir un chaman, il faut que j'aille voir quelqu'un qui croit que c'est possible d'avoir une vision d'un mort. Vous connaissiez l'existence des chamans à ce moment-là? Je connaissais leur existence comme ça, théorique, on va dire, mais je savais même pas vraiment exactement ce que c'était. C'était pas ma culture, encore une fois. J'étais pas quelqu'un de spirituel. J'étais quelqu'un d'artistique. Voilà, mais c'est tout. C'était la seule chose que j'avais dans ma vie, c'était ça. Et donc, j'ai contacté cette femme qui était russe. Comme j'avais fait du russe quand j'étais jeune, ça me donnait confiance de me dire, voilà, qu'elle en saurait peut-être un peu plus qu'une Française. Une chamane de l'Est parisien. Voilà, exactement. Et Elena Michetchkina, donc cette femme, j'ai vu qu'elle recevait à Paris et je l'ai contactée. Et je lui ai dit, voilà, ça fait 3 jours que je vois un mort, j'ai réussi à retrouver son identité, j'ai aucun lien avec lui, je ne comprends pas ce qui se passe, j'avais rien pris, j'étais en train de boire de l'eau et de manger des pâtes. Voilà. Et elle m'a dit, écoutez, ne vous en faites pas, ça arrive. Pour elle, c'était tout à fait banal. Ça arrive. Elle m'a dit, ça arrive, ne vous en faites pas, venez me voir, je vais vous jouer du tambour et on va entrer en contact avec lui, comprendre ce qu'il fait là. Donc là, tout d'un coup, soulagement de me dire, je vais enfin avoir la clé peut-être de compréhension dont j'avais absolument besoin. Et à partir du moment où j'ai raccroché avec elle, cette vision qui n'avait fait qu'être de plus en plus présente a commencé tout doucement à redisparaître. Elle a encore duré toute la journée et tout le lendemain. Mais le 4e jour, je sentais que ça redevenait un peu invisible et qu'il était en train de repartir, en fait. Même si après, quand il était reparti, il y avait même un flou. C'est ça, il y avait encore comme des pixels, comme une empreinte énergétique, exactement. Qui est très, très étrange, qui, elle, a duré encore plusieurs jours. Et donc, j'ai été voir cette chamane le vendredi. Donc, moi, la vision avait eu lieu le samedi. Donc, ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi, vision. Dans le secret, parce que vous ne dites même pas à Emmanuel. Parce que, pourquoi vous ne lui dites pas? Parce qu'en fait, déjà, je lui avais dit que j'avais une vision. Il m'avait cru, incroyablement. Il a jamais remis en doute le fait que j'avais cette vision, même si lui, il la voyait pas. Et je me disais, si je lui dis que je vais voir une chamane, là, c'est la fin de tout, quoi. Là, il va se dire que je suis folle. Et les enfants étaient inquiets? Non, pas du tout. Absolument pas. Je leur ai dit que je voyais cet homme. Après, j'ai arrêté un peu de leur dire parce que je me suis dit, ça va les inquiéter. Donc, j'ai essayé au maximum de garder intérieur, en fait, cette espèce de panique et d'inquiétude et de curiosité aussi folle que j'avais. Et donc, eux, non, ils s'en rappellent, mais à peine. Pour eux, c'est à peine un événement. Vous avez conscience qu'aujourd'hui, là, il y a des personnes qui vous écoutent et qui se disent, en fait, cette histoire de chaman, on va écouter la suite, mais quand même, elle a fait une hallucination hystérique ou un truc comme ça. Oui, bien sûr. C'est comme ça que ça serait diagnostiqué, j'imagine. Peut-être, possiblement. Alors, ce qui m'a aidé moi, bizarrement, c'est qu'en fait, j'avais une marraine, j'ai toujours une tante qui avait eu des bouffées délirantes. Donc voilà. Et donc, j'avais quand même un exemple de ce à quoi ça pouvait ressembler. Et moi, j'avais pas du tout l'impression d'être comme ça. Et je demandais à Emmanuel, je lui disais, mais justement, est-ce que tu me reconnais? Est-ce que tu as l'impression, voilà, je sais pas, est-ce que c'est mon regard? Est-ce que c'est ma voix? Et lui, il me disait, écoute, moi, je te trouve tout à fait normal, à part que tu me dis que tu vois un mort, et ça, je comprends pas. Mais sinon, oui, c'est toi, c'est bien toi. Et ça m'a beaucoup rassurée. Et donc, en fait, non, et j'avais l'impression que c'était spirituel. Je sais pas comment expliquer ça. Je pense qu'en fait, on est des événements comme ça, je pense que notre âme est préparée, en fait. Donc, en fait, moi, ça m'a pas... J'aurais pu m'effondrer, en effet, psychiquement. Et en fait, pas du tout.
C'est-à-dire que j'étais en état d'alerte, au contraire, enfin en état d'éveil, en me disant, bon, il faut que je comprenne ce qui se passe et il faut que je comprenne ce qui m'arrive. Et encore une fois, j'avais beaucoup de compassion pour les gens qui peut-être voient apparaître, je sais pas moi, des démons ou des choses effrayantes. Je me disais, mais si c'est aussi présent que ça doit être terrifiant et terrible. Lui, il était bienveillant, ça se voyait. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi compris complètement comment on pouvait avoir une vocation religieuse. Je me suis dit, ah bah oui, là, si c'était Jésus, ou si c'était Bouddha, ou si c'était Marie, qui m'apparaissait comme ça, avec cette bienveillance et cette présence, ah ben c'est sûr, en effet, peut-être que j'aurais été à l'église tout de suite pour essayer d'en discuter avec un prêtre. Là, j'ai été voir une chamane, pourquoi ? Parce que c'était pas cette culture-là, mais j'ai compris en fait la vocation en me disant, bah oui, en effet, c'est sûr que c'est tellement profond, c'est tellement beau et c'est tellement puissant que derrière, on va en effet pousser une porte. On ne sait pas encore laquelle, mais on sait qu'on va pousser une porte derrière. Vous êtes entré chez une chamane et vous en êtes ressorti chamane. Voilà, exactement. Elle m'a joué du tambour. J'ai eu un voyage chamanique très costaud quand même, on va dire. J'ai fait une dissociation assez forte entre mon corps et mon esprit. C'est quoi un voyage chamanique en 2 mots ? Alors c'est difficile à expliquer parce qu'en fait c'est très subjectif. C'est un voyage intérieur, mais c'est aussi un voyage... Un chaman mongol ou alors de Sibérie va vous dire que vous voyagez dans le monde des esprits. Et nous, parfois, on peut se dire aussi peut-être qu'on voyage simplement dans le monde de notre propre esprit. On ne sait pas exactement. Mais en fait, on atteint un état qui nous permet, un état de conscience, en fait, qui nous permet de voyager, c'est-à-dire d'entrer en contact avec des images qui très souvent sont archétypales et de vivre comme une sorte de petit conte. Je sais que vous écrivez des contes, donc c'est forcément un univers qui vous parle. Et voilà, et c'est vraiment comme des contes en fait. Donc on rencontre des animaux, on a parfois des petites missions à accomplir, d'aller chercher du feu, ou d'aller trouver une source d'eau, ou d'aller aider une rivière qui est bouchée. Il faut retrouver sa source et puis la dégager. Ou alors on reçoit des soins de figures archétypales. Et c'est vraiment un état magnifique, un état où on a l'impression quand même de rentrer à la maison. On a l'impression, enfin moi j'avais l'impression que c'était quelque chose de très naturel, que finalement toute cette inspiration que je cherchais dans ma jeunesse, c'était cet état-là que je cherchais en fait, un état modifié, amplifié de conscience, dans lequel tout d'un coup on a des réponses. On arrive avec des questions et on repart avec des réponses qui sont des réponses souvent symboliques, souvent à décrypter, mais qui sont quand même des réponses. Et donc des réponses, vous en avez eues, et vous avez compris avec Elena ce qui s'était passé. Alors moi, ce qu'elle m'a dit quand je suis rentrée donc de ce voyage, j'étais complètement bouleversée, je pleurais parce que c'était fabuleusement beau à la fois et en même temps tout à fait bouleversant. Et quand je suis rentrée, elle m'a dit... Je m'en doutais un peu, c'est pas si normal finalement de voir un mort comme ça pendant 4 jours alors que vous n'avez pris aucune substance et que vous n'étiez pas en recherche spirituelle. Et elle m'a dit, voilà, vu comment vous avez réagi à cette première séance de tambour, vous êtes foutu, vous êtes chamane. Vous êtes foutu, vous êtes chamane. C'est quand même, elle avait vraiment le sens de la formule. Ouais. Voilà, et tout d'un coup, comment vous expliquer ça ? C'était à la fois... surréaliste quand même, parce que je savais à peine ce qu'était un chaman quelques jours avant, et en même temps ça expliquait pourquoi j'avais vu ce mort. Elle me disait, c'est votre guide spirituel, il est venu en fait pour que vous vous éveilliez, pour que vous empruntiez en fait une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. J'avais 40 ans, donc c'est comme si tout d'un coup une deuxième vie m'arrivait à mes 40 ans. Et surtout, ça expliquait aussi en fait toute cette espèce de chaos que j'avais traversé dans ma jeunesse, qui était sans doute comme un chamanisme non diagnostiqué, on va dire, qui fait que j'étais dans ce chaos entre le visible, l'invisible, que les drogues, finalement, c'était un moyen pour moi d'entrer dans des états modifiés de conscience, à part qu'ils étaient très dangereux et avec des effets secondaires redoutables. Il n'y avait pas eu l'alcool ? Si, j'avais beaucoup bu aussi. Oui. Oh, si. D'accord. Bien sûr. Bah oui, parce que j'avais été en Russie en plus jeune, donc j'avais fait un coma éthylique à Moscou. Donc non, mais moi j'étais extrême de toute façon, donc j'allais loin à chaque fois, j'avais aucune limite et c'est terrible. Et ça, c'est une chose que j'ai comprise d'ailleurs quand j'étais pendant cette diète amazonienne là, dont je reviens.
c'est marrant parce qu'en fait, je m'étais toujours posé la question donc de cette jeunesse en me disant, oui, voilà, en effet, il y avait quelque chose en moi, sans doute qui était quand même assez sombre, assez destructeur. Mais comment exprimer ça? En disant, il y avait quelque chose en moi, c'était un moyen aussi de dire, c'est pas moi. Et en fait, là, ce que j'ai compris quand même justement pendant ces 4 semaines où j'ai revisité toute ma vie, j'ai eu bien le temps, si c'était moi, voilà. Et je me suis demandé pardon à moi-même, de me dire, mais dans quel danger je me suis jetée? En fait, j'étais si jeune, je faisais n'importe quoi, je me retrouvais dans des situations extrêmement dangereuses. D'ailleurs, Vous avez frisé la mort plein. D'ailleurs, oui, vous l'avez. J'ai vraiment, j'ai vu la mort en face. Oui, vous l'avez vu. Oui. On en reparlera peut-être d'ailleurs. Peut-être, oui. C'est ce qui m'a sauvé la vie, hein, c'est de me retrouver face à quelqu'un qui voulait me tuer. Donc, et où là, j'ai compris qu'en fait, je voulais vivre. Avant ça, je pensais que je voulais mourir. Donc, oui, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'était comme s'il y avait quelque chose en moi qui... Mais non, en fait, c'était moi. Voilà, et donc, et ça m'a fait du bien, en fait, d'avoir cette prise de conscience, de me dire, ben non, c'était moi. C'est moi qui me suis mise en danger. C'est moi qui me suis fait courir autant de risques, qui abîmait mon corps aussi, quand même, en le maltraitant, lui donnant des drogues qui étaient mauvaises pour lui et tout ça. Et ça m'a fait du bien, en fait, de reprendre mes responsabilités, de me dire, ben non, c'était pas une petite voix en moi, non, c'était moi. Voilà. Et ben, c'est très récent. Vous voyez, j'ai compris ça il y a peut-être 3 semaines, au cœur de la forêt amazonienne. Je vous vois en face de moi, Claire, toute délicate, toute fine, toute féminine, et en même temps, je sais quelle femme puissante vous êtes. Et quand je lis, j'ai lu vos livres, ils sont parfois très crus. Ça va très loin. Vous décrivez beaucoup de choses. Ça peut peut-être parfois gêner parce que vous n'avez aucun tabou. Et en même temps, je pense à ces expériences de mort. Vous avez frôlé la mort plein de fois. Et là, ce qui est assez incroyable, c'est que vous racontez, on peut le dire, puisque c'est dans le livre, le viol dont vous avez été victime sur une ligne de RER de l'Ouest parisien. Et ce qui est absolument dingue et incroyable, et ça ne peut arriver que dans des vies comme la vôtre, c'est que vous êtes retombé sur l'agresseur quelques semaines plus tard sur la même ligne, à une même heure, je crois, complètement indu. Vous étiez inconsciente de prendre le train une nouvelle fois le même, et là, il vous a reconnu lui aussi, et donc il a failli vous tuer. Oui, exactement. Ouais. Et c'est vraiment... ce que sur le moment j'ai prise pour la pire des mésaventures, et vraiment j'ai cru que j'allais mourir. Moi je pensais vraiment que je m'en sortirais pas, hein, quand il était allongé sur moi, il m'avait emmené dans un squat. Et il vous étranglait. Et voilà, exactement. Et en me disant je vais te tuer, et il avait l'air presque désolé d'être la proie en fait de cette espèce de pulsion de mort. Et je sais pas j'ai su qu'il fallait pas que je bouge. Mais il s'est passé un truc incroyable, c'est que c'est par la parole que vous l'avez vaincu. Exactement. Et à cette époque-là, vous n'aviez pas vécu encore la révélation. Non, mais j'étais déjà poétesse, donc j'étais déjà très en lien avec les mots. Oui. Mais oui, c'est ça. Mais vraiment, c'est comme une canalisation. Enfin, je sais pas si vous savez ce qu'est une canalisation. C'est difficile à dire en fait. C'est comme de l'inspiration pure, c'est-à-dire que tout d'un coup, les mots coulent en vous et vous n'avez pas le temps de réfléchir en fait. Les mots viennent avant que vous réfléchissiez. Et en fait, j'ai eu comme une espèce de canalisation. Je lui ai dit, mais tu sais ce que tu m'as fait, là, de m'avoir violée il y a quelques mois, c'est très grave ce que tu m'as fait. Et en fait, tu sais pourquoi c'est grave? C'est parce qu'en fait, on est tous liés les uns aux autres. Et donc, ce que tu me fais à moi, tu te le fais à toi. Je l'ai tutoyé, hein. Je me suis permis, je pense que j'avais le droit. Et en fait, il a eu peur de moi. Il a eu peur en me tuant, d'être puni, en fait. Je lui ai dit, mais parce que tu m'as emmené sous un toit, tu crois que les étoiles te voient pas. Tu crois que personne ne voit ce que tu es en train de me faire. Et en fait, j'avais vu qu'il avait un petit talisman religieux ou quelque chose comme ça. Et donc, je me suis dit, il doit croire en quelque chose, sinon il porterait pas un talisman. Et en fait, il y a quelque chose, j'ai réussi non pas à lui dire, sauve-moi, épargne-moi. Je lui ai fait peur pour lui, en fait. Et comme sa copine avait eu un accident et avait perdu l'enfant qu'elle portait entre les deux rendez-vous... Il pensait qu'il avait été châtié. Il pensait qu'il avait été châtié du viol. Et donc, il n'a pas osé me tuer. Et il vous a déposé chez vos parents. Et il m'a dit, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Mais il vous a déposé chez vos parents. C'est même pas qu'il m'a déposé, il m'a raccompagné à pied tout le chemin entre le squat dans lequel il était, jusqu'à la porte devant chez mes parents, que je venais voir justement alors que j'habitais à Paris à l'époque. Mais je me suis d'ailleurs posé la question après, mais vous n'avez pas croisé une nouvelle fois? Non, et pourtant il m'avait dit on se croisera une 3e fois, et pendant des années et des années et des décennies, j'ai été terrorisée à l'idée de le recroiser une 3e fois. Non, aujourd'hui c'est apaisé. Mais peut-être que vous le croiserez quand même, et peut-être dans des circonstances très différentes. Voilà, et peut-être que je le reconnaîtrai pas de toute façon, puisque la 2e fois, en fait, j'avais fait une telle dissociation pendant le viol, parce que j'ai quitté mon corps. En fait, j'ai vu la scène, j'étais en hauteur, j'étais plus dans mon corps.
pour pouvoir éviter la scène, à part que le corps, lui, reçoit les coups, hein, même si l'esprit est épargné. Et donc, quand je l'ai recroisé 3 mois plus tard, je ne l'ai pas reconnu. Il s'est assis en face de moi, dans le même wagon du même train qui repartait de Saint-Lazare. Je ne l'ai pas reconnu. Mais lui m'avait reconnu, bien sûr. Quand on était chez Elena, et là, la vie, comment va s'organiser donc la vie après cette découverte, ce diagnostic que Elena vous a aidé à poser après cette expérience avec Sitting Bull? Là, c'est la vie qui commence à changer. Toute ma vie a changé, exactement. Alors, mais progressivement, ça c'est... Oui, oui. C'est pour ça que j'ai dit commencer. C'est ça, exactement. Ça s'est fait sur plein d'années. Parce que déjà, au début, j'en parlais à personne. J'avais honte, je me sentais coupable. Je ne sais pas pourquoi, j'avais honte et je me sentais coupable, mais je me disais, bon, si je raconte cette histoire, on va vraiment me prendre pour une folle. Donc, je n'en parlais pas. Donc, je vivais quelque chose de complètement bouleversant qui était en train de redéfinir ma vie, puisque je commençais à croire en l'invisible, en fait, chose en laquelle je ne croyais plus, et à avoir une vie spirituelle très intense. Et je ne pouvais pas le partager, je le partageais avec Emmanuel, avec mes enfants. J'ai décidé de le dire à mes enfants, parce que moi j'avais toujours tout caché à mes parents pendant toute ma jeunesse, et je me suis dit, si je commence à faire pareil avec mes enfants, alors là je suis fichue. Donc je leur ai tout raconté en leur disant, peut-être ne racontez pas tout à vos amis, parce que ça peut peut-être leur faire bizarre. Et ça a été un peu mes premiers cobayes, c'est les premières personnes à qui j'ai joué du tambour, pour qu'ils essayent de rencontrer leur animal totem, et surtout d'essayer de faire un voyage chamanique, en fait simplement d'entrer dans cet état. C'est ça qui est incroyable, c'est que vos enfants, vous leur avez fait vivre des tas d'expériences. Oui, c'est sûr. Vos enfants, vos proches, même un jour votre mère, enfin c'est venu beaucoup plus tard, vos sœurs, votre frère, tout le monde y est passé. Tout le monde y est passé, mes neveux, mes nièces, tous mes proches. Alors vous entrez dans un chemin de guérison qui va être long, tortueux, il y aura des reculades, avec énormément d'expériences que vous allez vivre, des expériences chamaniques, des expériences de diète, de retraite, de désert en quelque sorte, et vous dites bon, c'est vraiment pas pour tout le monde. Ce que j'ai vécu, c'est pas, non, vous n'êtes pas en train non plus de conseiller aux lecteurs de faire les mêmes expériences. Non, pas du tout. C'est vraiment un témoignage, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça peut peut-être aussi faire du bien de voir que certains chemins de vie qui ont l'air quand même de commencer de manière difficile. Et presque infernale. Et presque infernale, voilà, exactement, avec une mélancolie de laquelle je n'arrivais pas à sortir, avec des élans autodestructeurs, avec une grande dépression, des idées suicidaires, etc. Vraiment... Mais jamais de passage à l'acte. Oh, si, mais des médicaments, des choses comme ça. Oui, si, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, si, moi j'avais envie de mourir. Enfin, je croyais que j'avais envie de mourir. C'était une illusion, une illusion très féroce. Je pensais que je n'aimais pas la vie. Et vraiment, je peux vous assurer aujourd'hui que j'aime énormément la vie et que je remercie en fait cet homme quand même de m'avoir épargnée, parce que ça aurait été très dommage de mourir à 20 ans et de ne pas vivre ces 32 années supplémentaires que j'ai vécues qui ont été fabuleuses. Et puis c'est pas fini. Et c'est pas fini, exactement. Il y aura aussi un long combat pour sortir de la cigarette. Là, c'est haletant justement, quand on lit le roman, parce que c'est un passage qui vient même vers la fin de Vie de chaman, mais c'est très très dur. On pense que vous n'allez pas y arriver. Ça a été horriblement long, ça. Horriblement dur. Et ça, c'est après Sitting Bull. Ah, c'est bien après. C'était il y a quelques années. J'ai arrêté de fumer en 2018, et ce que je raconte, les événements que je raconte, c'était en 2021 même. Oui. Exactement. Et en fait, que j'ai réussi à arrêter la cigarette électronique. Donc, j'avais déjà arrêté de fumer. Et oui, parce qu'en fait, je pense que la cigarette représentait toutes mes addictions. Donc l'arrêter, en fait, c'était dire adieu à toutes celles que j'avais eues plus jeunes. Et en fait, j'avais pu les arrêter aussi parce que la cigarette était une aide. Et voilà. Et donc arrêter la cigarette, c'était vraiment enlever ma dernière béquille. Et il fallait pour ça que je traverse quelque chose. Je l'ai traversé. Et je suis heureuse parce que je me suis dit, tiens, ça c'est une guérison que j'ai faite de mon vivant. Et c'est quelque chose qui sera réglé à jamais. Alors, vous y arrivez par des différentes pratiques, et toutes vos guérisons passent donc par des expériences chamaniques, on peut les appeler comme ça, des pratiques de médecine, notamment de la pratique des herbes, des plantes. On est accompagné dans votre livre en permanence par les plantes, les fleurs, les animaux, par donc des pratiques qui nous viennent du monde chamanique et qui viennent d'un monde extrêmement ancien, en fait.
Oui, oui, tout à fait. Les plantes médecines, comme on les appelle, c'est vraiment sans doute les premiers médicaments du monde. Et là, c'est ce que j'ai fait aussi quand j'étais en Amazonie, en fait. Donc, c'était de travailler avec des plantes. Et entre autres, j'ai diété la sève d'un arbre. Voilà, qui s'appelle le Renaco Blanco. Et donc ça, c'était nouveau. C'était Celui qu'on voit en photo, là. celui, voilà, exactement. Ouais. J'ai mis une photo parce qu'il est tellement beau. Et je suis tombée amoureuse de cet arbre qu'on appelle, en plus, on le surnomme le cœur de la forêt. Parce qu'au moment de sa floraison, tous les animaux, même ceux qui pourraient être ennemis dans la forêt, se réunissent autour de lui. Et alors là, on entre donc dans un monde de communication, et de communion d'ailleurs, permanente, entre tout ce qui est vivant, les plantes, les fleurs, les minéraux, les animaux. On découvre des choses dont on n'avait absolument aucune idée, ou en tout cas on en avait perdu toute idée en Occident depuis très longtemps. Oui, mais en fait, je crois que c'est aussi ça, peut-être, le message des Lakota ou des peuples premiers. Hein. Les Shipibo aussi, là, que j'ai vus en Amazonie, c'est pareil, c'est des peuples premiers. C'est qu'en fait, ils sont en lien avec la nature. Et qu'ils se voient comme, pour eux, le cercle sacré, c'est le cercle qui nous unit à tous les règnes du vivant. Donc c'est aussi bien le monde végétal, le monde animal, le monde minéral, les étoiles, le ciel, la lune. Voilà, en fait, c'est le monde du vivant. Et nous faisons partie de ce vivant. Avec partout une intelligence et une communication. Exactement. Et une communion. Et une communion. Et un appel à la communion. Un appel à la communion, tout à fait. Donc les plantes qui ont un rôle particulier, qui cherchent à vous, qui vous choisissent et qui vous guérissent. C'est ça, et qui nous enseignent en fait. C'est-à-dire qu'on voit vraiment les plantes à un moment, ou en tout cas certaines d'entre elles, comme des enseignantes. Tout comme là, cet arbre, le Renaco Blanco, que j'ai été diété en Amazonie, c'était lui mon enseignant. C'est-à-dire que je buvais sa sève, et en mangeant très peu, et en n'ayant ni sel, ni huile, ni rien, ni aucune barrière en fait, entre lui et moi. Et j'avais des visions, j'avais des enseignements qui venaient directement de lui en fait. Voilà. Alors des visions, il y en a énormément dans votre livre, Claire. Est-ce que c'est vous qui êtes particulièrement puissante en vision? Peut-être un petit peu quand même, mais c'est incroyable les visions. Et on a souvent le vertige. Hein. On est souvent d'ailleurs dans les ailes d'oiseaux où on traverse C'est incroyable tout ce que vous vivez. Oui, j'ai vraiment... Alors, on va dire que c'est sans doute ça ma particularité, que peut-être que chaque chaman a la sienne. Il y a des gens qui sont vraiment des guérisseurs ou tout ça. Moi, je pense que mon sens, c'est le sens de la vision, justement, le sens visionnaire. J'ai accès à la vision d'une manière très simple et fluide. Voilà, et du coup, je reviens avec quelque chose de mes voyages. Parce que dès votre premier voyage chamanique, avec Elena, ce fameux vendredi, vous allez avoir déjà des premières visions, des expériences, puisque vous allez même rencontrer votre animal totem. Oui, c'est ça. La louve. Exactement, la louve grise, c'est elle qui m'a accueillie dans le voyage. Et elle ne vous quitte plus maintenant? Non, elle ne me quitte plus. Et j'ai rencontré un aigle aussi qui est encore là aujourd'hui. Et au fil du temps, j'ai d'autres animaux qui sont venus s'associer à eux, on va dire. Mais qui sont ces animaux? Ça veut dire quoi, un animal totem? Alors, un animal totem, on peut aussi l'appeler un animal allié ou un animal guide. En fait, c'est aussi un archétype. C'est-à-dire que c'est comme si tout d'un coup, vous rencontriez l'idée du loup, ou l'idée de l'ours, ou l'idée de l'abeille. C'est-à-dire que c'est comme s'il représente tout son peuple, plus qu'un individu. Donc, c'est pas forcément une entité réelle, mais c'est une manifestation spirituelle? C'est une manifestation spirituelle, exactement. Mais très puissante et très forte. Et en fait, souvent, on dit que l'animal, le premier que vous rencontrez, il vous raconte quelque chose de vous. En fait, il vous raconte quelque chose sur vous. C'est comme si c'était une part de vous qui se présente à vous de manière animale. Et donc, moi qui aimais les chats, quand j'ai vu un loup, ça m'a fait presque peur, parce que j'avais un peu peur des chiens, tout ça, c'était pas du tout mon univers. Et en fait, après, j'ai compris, si, vraiment, bien sûr, le loup, ce que ça représente, aussi bien le sens de la tribu qu'en même temps le besoin de liberté, tout ce que j'ai pu lire sur les loups après, si, ça parlait vraiment de moi, en fait. Ça racontait quelque chose de très beau sur moi aussi. Et c'est comme de se réconcilier avec une partie de nous qu'on a pu oublier. Quand on est dans ce monde, on arrive dans un monde totalement culturel, bien entendu. Donc on nous habille, on nous nomme, on nous dit qu'on est de telle nationalité, qu'on est un garçon, qu'on est une fille, etc. On nous colle tout de suite 20 étiquettes différentes qui nous identifient. Et là, en fait, c'est comme si on retrouve la part sauvage de nous, en fait, celle qui n'a jamais été ni habillée, ni dressée. On n'a mis aucun corset autour d'elle. Donc, il y a cette espèce de liberté. Le loup, il arrive, il est lui-même. Nous, on a plusieurs visages.
On nous a appris à avoir plusieurs visages, malheureusement. Vous êtes face à un lion, c'est un lion. Vous ne vous posez pas de questions. Vous êtes face à un serpent, c'est un serpent. À vous d'être prudent. Voilà, parfois vous êtes face à des gens qui ont l'air gentils et qui sont en fait extrêmement méchants, ou l'inverse, des gens qui ont l'air pas très sympas puis qui en fait sont adorables. C'est beaucoup plus difficile de lire un humain, alors qu'en fait l'animal, il arrive entier. Il est entier, il est authentique. Et c'est pour ça que c'est important dans le chamanisme de se lier avec des esprits animaux, parce que justement, ils n'ont pas de double visage. Voilà. Donc on peut leur faire entièrement confiance. Et après, en fait, une fois qu'on est en lien avec eux, c'est eux qui deviennent nos guides, nos enseignants et nos protecteurs à l'intérieur du voyage psychique. Je pense à une amie qui est romancière, qui écoute Zétéo, qui aime beaucoup les corbeaux. Vous aussi, hein? Moi, j'adore les corbeaux. Vous aviez presque le regret que, oui. que ce soit pas, que vous n'ayez pas comme animal totem le corbeau. J'étais persuadée que c'était le corbeau, vraiment. Et en fait, non, pas du tout. C'est étonnant parce que c'est pas un oiseau qu'on aime, a priori, comme ça tout de suite. Et pourtant, cette amie romancière en parle de façon merveilleuse. Exactement. Et puis, ils sont magnifiques, ils sont d'une intelligence incroyable. Il y a beaucoup de corneilles à Paris. Il n'y a pas vraiment de corbeaux, mais il y a des corneilles. Et moi, je les adore. Je suis très liée à eux. Alors, parmi les plantes et les éléments, il y a l'ayahuasca qui est évidemment très mythique, dont on parle beaucoup mais qu'on connaît peut-être mal. Vous parlez de la madré? Oui, c'est ça. C'est elle aussi que j'ai été saluée pendant ma diète en Amazonie, bien entendu. Donc il y a presque un rapport mystique ou un rapport spirituel avec un lien avec la mère universelle ou la Vierge Marie ou ses archétypes. Tout à fait. Hein, on y est là. C'est très proche, exactement. La Vierge de Guadalupe qui est dans votre dos. Ah oui, pour laquelle j'ai vraiment un amour tout particulier, je dois dire. Elle est un peu partout chez moi. Si vous regardez, j'ai un hôtel derrière et elle est un peu partout. Je suis très, très liée à cette Vierge-là. Je me tournerai après l'émission. Alors, l'ayahuasca a vraiment un rôle très, très important. C'est une des plantes les plus nobles. Enfin, c'est c'est une plante très puissante, en tout cas. Voilà, et c'est justement les Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a des tabacs, il y a le peyote. Voilà, et en fait, chacune est reliée à une culture et à des peuples premiers. Donc, les champignons, si on parle d'eux, ils sont plutôt du Mexique. Voilà. L'ayahuasca, c'est vraiment toute l'Amazonie. Et le peyote, c'est plutôt Amérique centrale et Amérique du Nord. Donc chacun, en fait, a sa médecine. Mais c'est des médecines qui sont spirituelles, qui sont considérées... En fait, pour eux, c'est presque comme une Eucharistie d'aller prendre le corps de la plante. Voilà, puisque c'est la plante qui, après, une fois que vous avez bu ou que vous avez mangé son être, c'est elle qui, après, va vous donner des visions et va vous enseigner. Voilà, donc c'est pour ça que l'ayahuasca est interdit en France, sans doute aussi à raison, parce qu'il ne faut sûrement pas du tout prendre ça n'importe comment, n'importe où et avec n'importe qui. Et au Pérou, c'est considéré comme un trésor national, parce que c'est relié à leur culture et à leur spiritualité surtout. Et que surtout, jamais quelqu'un en prendrait comme ça le soir pour faire la fête. Ah non, c'est toujours fait au sein de cérémonies très puissantes, très sérieuses, animées par des chamans, des hommes médecines, des femmes médecines. Et là, moi, quand j'étais en Amazonie, on a fait des cérémonies d'ayahuasca, bien sûr, au milieu de la diète de plantes où moi, je diétais l'arbre. Régulièrement, dans les semaines, on faisait aussi des cérémonies d'ayahuasca pour appuyer encore la guérison. Donc, votre vie évolue. Vous allez finalement, au bout d'un certain nombre d'années, décider d'accepter le fait que vous êtes chaman, même en public, donc de pratiquer le chamanisme et de recevoir des patients ici chez vous. Ça a été très long, ça. Ça a été très très long. Oui. Au début, je ne jouais de tambour qu'à mes proches, et éventuellement après à des proches de proches, et ça a commencé à se savoir. Même en fait, quand j'ai publié mon premier livre où vraiment je faisais un coming out spirituel et où je racontais une première fois mon histoire qui s'appelle « Pourquoi je n'ai pas écrit de film sur Sitting Bull », même à cette époque-là, quand les gens ayant lu le livre me disaient « Ah, est-ce que vous faites parfois des séances de tambour ?» Je disais « Non, pas du tout, je suis juste écrivain, donc si ça vous intéresse, allez voir telle personne. » Et j'aiguillais vers des gens que je connaissais, mais moi, je refusais complètement de recevoir des gens, oui, bien sûr. Après, même encore aujourd'hui, j'en reçois très peu, pour être honnête. Hein. Ça reste quand même... J'ai gardé mon métier, c'est-à-dire scénariste. Oui, pas le temps. Non, voilà, j'ai très peu de temps, donc je le fais un peu. Et j'anime aussi des cercles de tambour, des cercles de femmes, des choses comme ça. Mais ça reste quand même une activité secondaire, voilà. Ce qui était très important dans tout ça aussi, Claire, et vous le racontez admirablement,
dans tout l'amour d'ailleurs que vous avez pour lui, c'est le rôle d'Emmanuel et l'évolution d'Emmanuel, parce que vous posez carrément la question dans le livre. J'ai radicalement changé, je ne suis plus celle qu'il avait rencontrée, qu'il a épousée, vous êtes mariés, et puis ça aurait pu casser pour le coup, parce que quand on connaît un tel changement dans une vie, vous alliez suivre votre chemin, et vous aviez conscience que si lui, à sa manière, ne vous suivait pas, ça allait casser. Et il vous a suivi. Oui, tout à fait. Pas de façon du tout passive, hein, mais non. il vous a suivi, et de façon très originale aussi. Mais il vous a suivi quand même. Oui. Même au début, c'était un peu pour vous faire plaisir. C'était complètement pour me faire plaisir au début. Belle preuve d'amour. Oui, belle preuve d'amour. Et je pense que lui aussi avait sans doute cette crainte-là, de se dire, oh là là, mais si elle vit toutes ces expériences qui la changent si profondément et que moi je reste au bord de la porte, peut-être qu'on va se séparer. Et en fait, comme on s'aime, on n'avait envie ni l'un ni l'autre de se séparer. Donc au début, il m'a un peu suivi comme ça pour me faire plaisir. Et puis finalement, il a vécu des prises de conscience et des bouleversements incroyables et qui continuent encore aujourd'hui. Là, lui aussi, il est vraiment en chemin. Moi, c'est ce que j'appelle être en chemin, en fait. C'est-à-dire, on sait bien qu'on n'arrivera jamais à destination, mais ce qui est important, c'est de voyager. Et à partir du moment où on a ce sens du voyage et qu'on comprend qu'en fait, ce cheminement-là est plus important que tout, et ben alors là, tout d'un coup, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Et il y a même des dons qui lui sont apparus. Des dons de guérisseur, exactement, des choses comme ça, vraiment. Et cette phrase, il dit tout d'un coup, il faut que je fasse du bien aux gens. Il faut que je fasse du bien aux gens. Il était comédien, il faisait du bien d'ailleurs, certainement, à sa manière. Mais là, c'est plus... Il est devenu masseur, il a appris le massage, il a eu besoin tout d'un coup de faire du bien aux gens après une nuit de médecine. Donc comme quoi, c'est assez exceptionnel. Il y a des rencontres absolument incroyables, Claire, dans votre livre, cette vie de chamane. Vous parlez sans jamais le nommer, on est très curieux, mais j'ai aucune idée d'ailleurs de qui est cette personne, d'un étonnant voyageur. Là, je pense qu'il faut qu'il reste secret. Exactement, on est obligé de garder quand même un peu d'anonymat. J'ai demandé en fait aux personnes dont je parle dans le livre, est-ce que je peux dire leur nom, pas dire leur nom. Donc bien entendu, quand ils m'ont dit anonyme, je garde l'anonymat total. Mais oui, c'est un homme médecine absolument exceptionnel que j'ai rencontré et qui célèbre, voilà, à sa manière, la vie, les médecines, et qui a un vrai don qui est le don du verbe. Et pendant ces cérémonies, à certains moments, tout d'un coup, il prend la parole, il parle du soleil, de la lune. Ça fait beaucoup penser à ce poème de Saint François d'Assise, quand il parle de Frère Soleil. Le Cantique des créatures. Exactement, qui est sublime. Et il a un côté comme ça, un peu ce fameux voyageur. Et puis il a de l'humour aussi, parce que à la fin de Voyage chamanique, il vous cueille et vous dit, tiens, je crois qu'on s'est déjà vu quelque part. Parce que vous l'avez vu pendant le voyage. Voilà, exactement. Et que j'avais l'impression de l'avoir croisé dans toutes mes vies, en Égypte antique, tout ça. À chaque fois, je me dis, mais dans toutes mes vies, je finis par le retrouver. Oui. Et vous avez d'ailleurs, alors vous avez fait des expériences de vie antérieures. Oui. Et parfois pas toujours très agréables. Vous êtes dans des vies de femmes et d'autres femmes qui ont été persécutées, parfois même brûlées. Enfin, c'est bon, là, on va avoir beaucoup d'auditeurs vont avoir le vertige en écoutant tout ça. Mais vous croyez dans ces réincarnations? Alors moi, je dois dire que j'y croyais pas spécialement forcément avant, mais après avoir fait l'expérience vraiment de revivre une scène où on sent que c'est notre énergie, mais que c'est à une autre époque, tout ça. Oui, je pense. Après, je sais pas si c'est des vies antérieures. Est-ce qu'on vit toutes nos vies en même temps? Je sais pas exactement, mais oui, moi j'y crois. Oui. J'ai l'impression vraiment que notre esprit ou notre âme, je sais pas comment l'appeler, c'est un vieux voyageur, voilà, qui a vécu bien des vies et qui à certains moments revient sur cette terre pour réexpérimenter cette fabuleuse expérience de l'incarnation, où on arrive avec cette espèce de difficulté suprême. On arrive sur cette terre, on est nu, on est amnésique, on est impuissant, on a besoin du lait et du sein de notre mère, on ne peut rien faire seul et on doit tout reprendre à zéro. Et il faut, je pense, une immense humilité pour se dire, tiens, je vais me réincarner à nouveau et tout oublier, et en espérant que je retrouverai la mémoire. De toute façon, dans d'autres traditions, notamment européennes ou chrétiennes, quand on ne croit pas forcément dans la réincarnation, pas du tout même,
on croit aussi aux mémoires et aux transmissions. Donc, quelque part, ça y ressemble. Il y a des liens très forts. Tout à fait. Et puis on peut, si ça se trouve, en fait, tout simplement se connecter à une vie passée qui n'est pas forcément la nôtre, mais qui est la vie d'un autre être humain qui, tout d'un coup, par sa douleur, par sa souffrance ou par sa foi, va rentrer en vibration avec nous. Oui, et puis on a des héritages transgénérationnels et les femmes se transmettent des choses. Alors, on continue quand même encore un petit peu de renverser la table parce qu'on la renverse quand même pas mal, mais je rassure les auditeurs, on va la remettre aussi sur ses 4 pieds, vous allez voir. Mais je crois qu'elle y est tout le temps en fait, parce que vous renversez beaucoup d'idées reçues, Claire, dans votre livre sur les plantes hallucinogènes et pas seulement, notamment sur le LSD, parce que vous avez des propos très très élogieux. Au sujet du LSD. Alors, il faut faire attention, bien sûr, à ce qu'on dit. On est d'accord, parce que je crois qu'il faut une structure psychique extrêmement puissante pour pouvoir prendre ce genre de substances, les psychédéliques. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des décompensations. Et on a tous entendu parler de personnes qui n'arrivent pas à revenir, particulièrement. Alors moi, il faut croire que ma structure psychique est assez forte, et c'est une substance... La preuve avec tout ce que vous avez vécu. Et c'est une substance, moi, que j'ai découverte quand j'avais 18 ans. J'ai eu la chance, à l'époque, d'avoir un très bon ami qui était peintre, et qui, lui, avait vécu les années 70, et qui, donc, m'avait parlé... Alors, c'était Patrick. Voilà, il y avait Patrick et Tristan. Oui. Voilà. Donc, c'est Patrick, qui lui est toujours vivant. Et en fait, il avait connu le LSD, donc vraiment à cette époque. Et il nous avait, initié à ce que ça pouvait être. C'est-à-dire, il nous avait dit, ça ne ressemble à aucune autre substance que vous avez pu prendre. C'est comme si c'était une substance intelligente, en fait. Et donc, il faut que vous y alliez en cherchant le beau, le vrai, l'harmonie, en n'entrant absolument dans aucune peur. Et voilà. Et donc, en fait, il nous avait donné toute une sorte il avait transmis son savoir-faire, on va dire, ce qui fait que moi, ça s'est passé de manière extatique. Et que vraiment, ce jour-là, quand j'avais 18 ans, alors qu'en plus, j'avais déjà pris de l'héroïne et donc j'allais très mal à l'époque. Ah, ça, l'héroïne, en revanche, c'est... Ah, ça, c'est terrible. Ça, vraiment, il faut même pas s'en approcher. Et en fait, tout d'un coup, j'ai regardé le soleil en face, je voyais la beauté de cette nature. J'ai compris qu'on vivait dans le jardin d'Éden, en fait, et que ce que je cherchais depuis toujours était là. Voilà, et c'est ça qui m'a réconciliée, je pense aussi, avec la vie. Voilà, mais encore une fois, c'est une expérience tout à fait subjective, tout à fait personnelle. Et il faut surtout pas aller vers ce genre de substance si vous avez peur ou si c'est pas fait pour vous, tout simplement. Il faut un certain encadrement. Et il faut un certain encadrement. Il faut une culture. Il faut comprendre ce que c'est et il faut être encadré si possible, exactement. Mais il faut pas nécessairement rejeter pour rejeter. Alors moi, je dirais non. C'est parce que moi, ça m'a sauvé la vie, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, vous révélez, d'ailleurs Jean-Philippe de Tonac en parle aussi dans un de ses livres, vous parlez du kykéon et de cette pratique des philosophes grecs qui utilisaient aussi des substances... Exactement, et on pense qu'en effet, ils utilisaient l'argot de seigle, qui est la substance première du LSD, tout à fait. Donc, il y a quand même des choses étonnantes. Alors, je rétablis un petit peu la table, parce que vous dites, et ça c'est quand même très touchant, pour quelqu'un qui est quand même assez rebelle, et qui l'est toujours d'ailleurs, Claire, je crois, toujours un peu fâché avec les religions, ou certaines religions, ou nos religions. Et vous parlez d'ailleurs au moment de l'enterrement de votre père, qui est issu d'une longue maladie, vous parlez d'une cérémonie tellement fade. Je crois qu'on a tous vécu ce genre de cérémonie à des enterrements ou des temps religieux avec un prêtre grisâtre, où vous regrettez l'absence ce jour-là. C'était avant sa mort, voilà. C'était avant sa mort. C'était comment ça s'appelle, la bénédiction des malades, je crois, qu'il avait reçue. C'était juste avant sa mort, et vous regrettez l'absence du voyageur, justement, parce que lui, vous pensez qu'il y aurait eu une autre cérémonie bien plus égayée, tout ça, bien plus égayée et profonde. Mais en même temps, vous dites que la pratique du chamanisme vous a réconcilié avec les figures du christianisme. Ah oui, tout à fait. Oui. Mon mari aussi, alors lui n'était pas fâché d'ailleurs, lui vraiment il est toujours accompagné par la Vierge, et entre autres justement la Guadeloupe, elle est très présente, elle est très présente chez nous, et oui, j'ai fait des voyages, parce qu'en fait en voyage on rencontre des esprits, et donc j'ai fait des voyages, certains que je raconte, un avec Saint François d'Assise dont je parlais tout à l'heure, qui était absolument bouleversant, c'est un des plus beaux voyages chamaniques que j'ai fait, et aussi en effet le Christ que j'avais vu comme ça et que je vois régulièrement en fait pendant les voyages,
qui est l'incarnation de l'amour, en fait. L'amour où le cœur est hors de la cage thoracique, en fait. Ce cœur sacré, moi, je l'ai ressenti dans un voyage où il m'a pris dans ses bras et je sentais réellement son cœur contre mon torse. Et c'était une décharge d'amour et de lumière. C'est au-delà des mots, en fait. Donc oui, tout à fait. Ça m'a plus que réconcilié, en fait. Ça m'a montré que que le lien n'avait jamais été coupé. Et justement, moi, c'est une question que j'ai posée régulièrement dans certaines émissions de ZTO précédemment. Je pense à Denis Marquet ou Philippe Dautet, avec qui j'en ai parlé. Mais j'ai le sentiment, et c'est pour ça que je suis très heureux de cette émission avec vous, qu'il y a des complémentarités entre les pratiques, les spiritualités et le chamanisme, entre, par exemple, le christianisme et le chamanisme. Il n'y a pas d'antinomie, il n'y a pas de contradiction. Il y a des ponts. Pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, en fait, on est exactement dans le même espace. Voilà. Mais après, c'est ma vision des choses, et c'est comme ça que je le ressens. Mais non, pour moi, c'est la même chose, en fait. On cherche la même chose. On cherche l'amour, on cherche l'espoir, on cherche l'espérance, on cherche la lumière, on cherche la fraternité, on cherche un sens. Et il y a plein de couloirs, on va dire, qui peuvent nous emmener à cet espace-là. La religion peut être un de ces couloirs. Une pratique spirituelle peut être un de ces couloirs. Mais on arrive dans la même lumière. Est-ce que le chamanisme est peut-être plus orienté, là je pose une question qui est peut-être idiote, mais c'est pas grave, plus orienté vers la guérison que vers la pratique spirituelle, l'expérience mystique, ou pas? Parce que moi j'ai l'impression que vous avez les deux. Moi j'ai les deux, oui. C'est très mystique. Mais vous n'êtes pas la seule en tant que chamane. D'autres chamanes diront la même chose. Oui. C'est très mystique parce qu'en fait c'est un lien au divin de toute façon. C'est un lien à la divinité, au divin, à l'unité primordiale. Enfin, on peut mettre tous les mots qu'on veut en fait, mais on arrive toujours au même endroit. Et pour moi, c'est une pratique qui a été extrêmement guérisseuse, mais vraiment d'une manière très profonde. Et c'est vrai que ça a rouvert ma spiritualité. Est-ce qu'on peut dire qu'au lieu de pratiques spirituelles, méditatives, de méditation comme on les a apprises pendant des siècles de christianisme, notamment européen, je pense à l'oraison, à toutes ces méthodes, à toutes ces prières, aussi aux liturgies évidemment, de votre côté, il y a des pratiques médicinales, expérimentales et des voyages, et que c'est complémentaire, mais que presque ça pourrait remplacer ces pratiques de méditation et de vie spirituelle? Je ne sais pas si ça peut se remplacer. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on n'a pas besoin de remplacer. Que le monde est si riche et possède tant de facettes. Et j'ai pas l'impression qu'on ait besoin d'avoir une seule facette. On est comme des libellules. On a des yeux avec multifacettes. Non, je pense pas que ça se remplace, en fait. C'est complémentaire. Ça se complète. En fait, vous prenez, comme les chamans aujourd'hui, Claire, pour qu'on revienne à ces médecines d'origine sacrée et mystique qu'on avait perdues. Vous le dites dans votre livre, les magies anciennes doivent ressortir des cachettes dans lesquelles elles ont dû se terrer. Elles ne peuvent plus rester dans l'occulte. Ces magies dont qu'on a tant décriées, et on a brûlé tant de femmes, tant de sorcières. Vous-même, vous vous posiez la question enfant si vous n'étiez pas sorcière d'ailleurs, non? Oui, moi je me voyais comme une sorcière quand j'étais jeune, parce que c'était le seul mot qui pouvait me définir, on va dire, parce que j'avais l'impression d'être différente et d'être un peu rejetée, et puis d'aimer le sombre, et puis d'aimer la nuit, d'aimer la lune, et d'aimer toutes ces choses qu'on n'avait pas le droit d'aimer et qui étaient un peu étranges et bizarres, quoi. C'est le destin de tant de femmes. Oui, c'est vrai. Bah oui, parce que je crois que le féminin sacré, il est très relié à la Lune. Ne serait-ce que nos cycles, en fait, ils sont reliés à la Lune. Donc, on a ce lien-là avec la nuit et avec la Lune qu'on ne peut pas exactement vivre, puisque la société a plutôt décidé de vivre au soleil. Le soleil. Vous dites justement que pour faire naître le soleil extérieur, il faut rallumer le soleil intérieur, que aujourd'hui, il est temps de réapprendre à l'humanité de devenir le paradis qu'elle devrait redevenir et à rêver, et que c'est peut-être aussi le rôle des chamans de susciter ce soleil intérieur. Et vous le dites, c'est peut-être plus facile pour moi parce que j'ai traversé tellement d'ombres que je peux travailler avec elle. Peut-être, c'est possible. Après, ce que moi je trouve en tout cas passionnant dans ces pratiques-là, ce que je trouve beau, c'est que c'est aussi un moyen de retrouver son pouvoir. C'est-à-dire de comprendre que finalement, on a très peu de pouvoir sur le monde extérieur,
Mais on a en fait un pouvoir assez grand sur le monde intérieur. Et on ne nous a pas spécialement appris à utiliser ce pouvoir. On va toujours chercher un peu les solutions à l'extérieur de nous. Et en fait, ces pratiques-là permettent d'entrer en contact avec ses ressources, ses propres ressources, en fait, celles qui sont à l'intérieur de nous. D'utiliser même sa capacité imaginative, sa capacité de voir et d'incarner des images pour essayer de trouver des chemins de guérison ou en tout cas de mieux-être à l'intérieur de soi. De réutiliser en fait sa capacité à créer en se disant qu'il y a un monde immense à l'intérieur de nous, plein de blessures, plein de vieux fantômes qui parfois nous embêtent pendant des années et que se dire à un moment, finalement, ces fantômes, je peux leur dire de repartir vers la lumière, ces blessures, je peux essayer aujourd'hui, avec la personne guérie que je suis, d'aller une fois pour toutes les nettoyer, les guérir, les soigner et en tout cas de faire ma part, de ne pas attendre que le miracle arrive de l'extérieur. En fait, je pense que le miracle, il arrive à l'intérieur. C'est quoi votre foi, Claire, aujourd'hui? Vous parlez d'une foi dans une vie spirituelle, dans une spiritualité en mouvement, une spiritualité voyageuse. Vous aimez bien ce mot de voyage? C'est vrai, j'aime beaucoup. C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, c'est cette idée du cheminement. Cette idée, en fait, qu'à partir du moment qu'on comprend qu'on est des voyageurs sur cette terre, qu'on est là pour un temps quand même assez court et en même temps très intense, c'est très beau, et vraiment, c'est cette idée de se dire, ok, chaque jour qui se lève, en fait, chaque matin qui apparaît et où j'ouvre les yeux, où je suis encore en vie, qu'est-ce que je vais faire de ce voyage, de cette journée, de cette nuit. Et vous qui avez vécu et qui allez encore vivre tant d'expériences assez incroyables, vous parlez, et c'est une expression qui me fait directement penser à Thérèse d'Avila et Maître Eckhart, et Jean de la Croix aussi, vous parlez d'une spiritualité expérientielle. Il disait la même chose. Ah, c'est intéressant. De vivre des expériences spirituelles. Ça, exactement. D'aller et de vraiment les vivre chercher. Par le corps aussi. De les vivre par le corps. C'est Thérèse d'Avila qui parle du corps. Exactement. Et Jean de la Croix aussi. Parce que de toute façon, cette expérience que nous sommes en train de vivre, c'est une expérience d'incarnation. Et donc le corps est totalement central, c'est un temple. Et donc oui, moi je suis vraiment pour l'expérience. Vous parlez de transmuter, le projet c'est transmuter tout soupir en sourire. Une belle formule. Ça, c'est quelque chose qui m'était arrivé jeune, en fait, justement très peu de temps après l'agression dont j'avais été la victime et où je m'étais regardée dans une glace. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 20 ans. Et j'avais vu cette espèce de masque de tristesse que je portais toujours, un masque tragique. Et là, je m'étais dit, mais essaye de sourire et vois si ça provoque quelque chose. Et au début, je m'étais forcée de transformer tout soupir en sourire. Et vraiment, ça m'avait bizarrement beaucoup aidée. J'allais oublier vraiment un passage très important. J'ai pensé à beaucoup de femmes que je connais en vous lisant et j'ai trouvé que c'était tellement révélateur. Vous permettez énormément aux femmes de passer du féminin fragile au féminin puissant, celui de la femme sacrée. C'est votre parcours, Claire, et il y a plein de femmes qui n'en sont pas encore passées à cette étape du féminin fragile dans lequel elles sont, dans lequel notre société veut les cantonner, au féminin puissant. D'une femme qui veut être respectée parce qu'elle est puissante, qui peut être respectée. C'est ça. Et ce que j'aime beaucoup dans la puissance, c'est qu'elle peut tout à fait être douce. On peut tout à fait être à la fois doux et très puissant. Et il y a beaucoup de puissance dans la douceur. Et la douceur, ça c'est le voyageur, cet ami dont je parlais, qui dit ça. On peut entendre douceur en douce sœur. Et j'aime beaucoup ça, en fait, de voir ça, d'être une douce sœur pour soi-même, pour ses amis, pour ses enfants, pour sa famille, et de mettre beaucoup de puissance dans cette douceur. Parce que souvent, les femmes pensent que être dans leur puissance, c'est mimer les hommes. Alors qu'en fait, non, c'est pas ça. La puissance d'une femme, elle se situe ailleurs. C'est quoi votre projet de vie pour les 52 années qui viennent, Claire? Vous parlez d'un projet qui est très beau, continuer de semer amour et joie, c'est ça? Ah oui, alors ça, en effet, je vais continuer si je peux, parce que je pense que c'est très important et qu'on en a besoin surtout. Et qu'il faut absolument dire aussi que c'est possible de retrouver la joie et d'y vivre. Et que c'est pas une mission impossible du tout, ça peut prendre du temps. Et parfois, les chemins de vie sont difficiles et houleux et complexes, mais à un moment, on peut retrouver cette joie et elle peut être durable. On peut la nourrir.
Je pense à Charlie Lou et Oscar, je suis leur parcours, j'ai pas eu la joie de les rencontrer encore. J'ai l'impression qu'ils ont une vie absolument incroyable grâce à des parents qui leur donnent une liberté, une créativité extraordinaire. Ça va être très intéressant. Déjà, ils ont des vies très intéressantes. Charlie Lou chante, Ouais. Oscar produit des films. C'est ça, exactement. Charlie Lou est chanteuse, elle vient de sortir une très belle chanson. Oui, très inspirée. Visions, exactement, qui est très belle. Inspirée de sa mère. En tout cas, oui, c'est vrai qu'elle me rend hommage dans cette chanson, j'ai de la chance. Et elle l'a écrit en fait au départ c'est le générique de fin d'un film réalisé par son frère. Voilà, c'est pour son frère qu'elle l'a écrite aussi, cette chanson. Est-ce que vous acceptez qu'on la mette à la fin de l'émission ? Ah bah oui, ça pourra serait la génial. mettre on va le faire joie. en se quittant à ce moment-là, mais on va pas encore se quitter. Ah oui, parce que je l'adore cette chanson. Ah oui, elle est très belle. Attention, parce qu'une fois qu'on l'a en tête, elle reste. Elle reste. Et les paroles sont très très belles. Oui. Pourquoi elle chante en anglais d'ailleurs ? Mais elle a vécu en Angleterre, mais c'est pas une explication. Alors elle a vécu en Angleterre. Je crois que naturellement, elle écoute beaucoup de musique anglo-saxonne, donc c'est pour ça. Elle a bien raison. Et voilà, elle est très très liée de toute façon. Mais elle chante aussi en français. Elle a des chansons qui vont sortir qui sont en français. Et celle-ci, comme c'était pour un film qui se passe dans le Dakota du Sud, ça paraissait plus logique de l'écrire en anglais. Puis alors Oscar qui lance des films. J'ai une bonne amie commune qui est allée à la première de son film. Elle me dit mais c'était complètement plein. Ah oui, ouais. C'était vraiment bien. C'était une projection privée, pour le coup, organisée par le producteur, le Grec. Oui. Et c'est un très beau documentaire. Et c'est déjà son 3e court-métrage. C'est un réalisateur. Et là, il a fait le clip de la chanson de sa sœur. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qui est très étonnant, c'est que vos enfants, vous les avez pas du tout formatés comme on les formate d'habitude pour réussir sa vie. Ils ont pu suivre leur rêve, en fait. Oui. Tout à fait. Alors ma fille, à un moment, elle a fait du droit pendant 4 ans. Elle a fait droit anglais, droit français. C'est comme ça qu'elle a pu vivre à Londres. Mais elle a craqué. Et après, en fait, une fois qu'elle avait son diplôme, elle s'est dit, mais si je passe à côté de la chanson, je vais passer à côté de ma vie. Elle a eu une nuit de prise de conscience, d'insomnie. Et puis elle nous a parlé, elle nous a dit, voilà, il faut que je vous dise quelque chose. En fait, j'ai envie d'essayer la musique. Et on lui a dit, bien sûr, vas-y, suis ton rêve surtout. Qu'est-ce qu'on s'est pas dit, Claire, avant de se quitter on se retrouvera, j'espère, certainement une autre fois. Mais qu'est-ce qu'on s'est pas dit qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs, aux auditrices qui sont encore un peu inquiets ou ébouriffés, parce que c'est le mot que j'aime bien. Je ne sais pas, qu'il faut suivre son cœur, non ? Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Alors, ce qui est intéressant avec le cœur, c'est que c'est une boussole, mais que parfois, des grands traumatismes ou des grandes tristesses ont pu en fait lui faire perdre son or. Et c'est pour ça qu'on n'ose même plus s'écouter. On se dit, non, si je m'écoute, je vais me perdre. Ou si je m'écoute, je vais mal être guidée, mal être aiguillée. Donc c'est vrai qu'il y a d'abord un premier travail à faire. C'est la guérison, qui peut prendre des années, qui peut prendre toute une vie, mais qui quand même, à un moment, donne des fruits. Et une fois que ce cœur commence à être suffisamment guéri, c'est juste de prendre le temps de l'écouter, de le sentir à l'intérieur de soi, d'écouter sa voix, d'écouter son corps en fait. Quand le corps, il exprime sans arrêt des oui, des non, des peut-être, et de faire le choix et le pari de l'écouter, de se dire si j'écoute mon corps, qu'est-ce qui va se passer ? Comment est-ce que ma vie va changer ? Surtout que vous l'avez dit tout à l'heure, le corps, il encaisse tout et il oublie rien. Et les guérisons notamment que le chamanisme propose, c'est justement pouvoir guérir le corps. Exactement, ça revient dans le corps. C'est-à-dire que intellectuellement, on peut avoir compris une blessure, mais pour la guérir, il faut revenir dans le corps, à l'endroit où le coup a été reçu. Claire, merci infiniment pour cette participation. Waouh, j'espère que le seau s'est bien rempli de l'océan, mais j'ai pas de doute. Je vous remercie de tout cœur. On se quitte avec la chanson de Charlie Lou. Et on se dit à bientôt. À bientôt et merci beaucoup, Guillaume. Merci, Claire. À bientôt, chers auditeurs, chères auditrices. Et bonne lecture de Ma vie de chaman de Claire ou de ses autres ouvrages. Il y a Ma vie avec Baudelaire. Oui, Baudelaire, le diable et moi. Baudelaire, le diable et moi. Il y a d'autres titres. Je vais pas oser les dire pour pas ébouriffer complètement tout le monde. Il faut découvrir. Et puis il y a Frère et il y a Nietzschevo aussi. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. On se quitte en chanson avec Visions et Charlie Lou Barouillet, qui rend hommage aux visions de Claire, sa mère. Toutes les informations au sujet de Claire Barré ainsi que sur Charlie Lou dans le descriptif de cet épisode. I was thinking about it on my way to South Dakota, how it was just us against the world, fleeing the perfect path led by the dead-eyed people who know shit about the world. And I don't know now
is my new religion. If you only live once, no time for inhibitions. You'll never get lost if you follow your visions. Oh, you'll never get lost if you follow your visions. Thinking about all the times that you started crying, 'cause it was just you against the world. Well, if you were like them without even trying, just another stranger in the world, well, you wouldn't live now all the things you are living. And so aren't you glad that you chose to be different? 'Cause my mama, she told me to follow my visions. To be a free spirit is my new religion. If you only live once, no time for inhibitions. You'll never get lost if you follow your visions. Oh, you'll never get lost if you follow your vision. 'Cause my mama, she told me to follow my visions. To be a free spirit is my new religion. If you only live once, no time for